Bonjour les enfants, vous voulez une histoire qui fait peur? Vous êtes bien tombés. Bonjour à tous, c'est Silwix et bienvenue dans Descriptique, cette émission de critique et d'analyse vidéoludique. Alors aujourd'hui, vous l'aurez bien compris puisque c'est écrit dans le titre, nous allons parler de Serious Sam. C'est pas le bon jeu, non? Aujourd'hui, nous allons parler de Outlast 2, qui est sorti le 25 avril 2017. Donc pour la présentation du jeu, vous connaissez sûrement Outlast 1, qui est un jeu d'horreur, qu'on va dire infiltration, puisque vous n'avez ni armes, ni moyen de vous défendre quelconque, c'est juste de l'infiltration. Mais la particularité de ce jeu d'horreur, c'est que vous allez vous balader avec une caméra. Et la caméra ne sert pas qu'à vous éclairer grâce à la vision nocturne, elle sert aussi à enregistrer des choses que vous allez, entre guillemets, devoir montrer plus tard aux gens si vous arrivez à vous en sortir. Et on revient un peu sur cette logique Slenderman et essayer de récupérer des notes et des preuves. Sauf que là, c'est fait en vidéo caméra et qui est des méchants un peu plus nombreux que les Slenderman. Donc derrière Outlast, il y a un sacré background pour une série de jeux qui n'en est qu'à 3 jeux. Il y a aussi des comics sur internet que j'ai pas lu parce que bon, je suis pas un fanboy déjà, même si c'est très intéressant comme histoire. Sachant que la map de Outlast 1, c'est-à-dire celle avec Outlast 1 et le DLC, c'est une seule et même map, une très grande map, mais qui est concrète. C'est pas juste des blocs de niveau qui sont assemblés, c'est vraiment une seule et vraie même map. Les développeurs se sont partiellement inspirés d'un événement réel qui s'est passé dans les années 70, exactement en novembre 1978, si je me trompe pas, à Jonestown aux États-Unis, où ce sont des fanatiques religieux qui ont pratiqué un suicide collectif, en commençant par les enfants, environ 300 morts, plus les adultes, environ 400 morts, et on arrive à une grosse bagatelle générale de 1000 morts. Sauf qu'avec ça, il y a eu des journalistes, des caméramans et des photographes qui étaient intervenus sur place en avion et qui ont voulu enquêter sur ça, et ils ont aussi été tués au passage, et c'était par rapport à ça que Outlast prend sa référence. Je vais donc vous lire le synopsis que je ne connais pas par cœur. Blake Langerman, un journaliste qui, avec sa femme Lynn, enquête sur la mort mystérieuse d'une femme, Jane Doe, dans le désert d'Arizona. La jeune fille a été retrouvée avec une quantité impressionnante de mercure dans le corps et était enceinte. Au début du jeu, vous êtes donc dans un hélicoptère avec votre femme et 2 pilotes, et vous recherchez une usine qui aurait pu contaminer cette jeune femme avec le mercure. Malheureusement, l'hélicoptère se crache, et c'est ainsi que prendra place le début du jeu. Donc le synopsis, on va dire que c'est un synopsis, on va dire normal, même bateau pour quelque chose qui tourne avec l'horreur. Mais j'aurais plutôt dit que c'est un film d'horreur. Alors là qu'on est sur un jeu d'horreur, puisqu'en fait les jeux d'horreur insistent sur le fait que vous êtes enfermé en général, c'est dans des asiles, c'est dans des hôpitaux, c'est dans des trucs très fermés, des maisons, tout ça. Et puis là, ça prend place donc en pleine nature. Et là vous allez vous dire, mais comment je peux me sentir enfermé et risquer ma vie en pleine nature? Et ben c'est là que c'est très intéressant de voir le contenu du jeu. Deuxième point que j'aborde, l'histoire. Plus le spoil. Surtout le spoil. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, vous allez à ce moment-là dans la vidéo, vous cliquez, et puis vous allez reprendre. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une histoire qui est intéressante, comme tous les Outlast, il s'est toujours passé des choses intéressantes, c'est pas juste un couloir que vous avancez, vous mettez un coup de poing au boss et puis c'est fini. Outlast, il y a quelques éléments qui tournent autour. D'après tout, le premier Outlast, c'est une expérience sur des humains qui a lieu dans un asile, qui est fait exprès pour justement que personne ne le sache. Et Outlast 2, ils veulent continuer cette idéologie de test humain. Et ça fait donc un contenu derrière qui apporte plus qu'un simple crash d'hélicoptère. Et je vais donc vous lire l'histoire qui, rendons à César ce qui est à César. C'est un petit bonhomme en mousse qui l'a écrit, il s'appelle Métronome, merci 1518, ou peut-être pas, mais c'est jeuxvideo.com, qui a merveilleusement bien résumé l'histoire d'Outlast 2, que je vais vous lire avec ma grande conviction de lecteur. Blake est dès le début du jeu torturé par des rêves dans lesquels il revoit Jessica, une amie d'enfance. Ce qui nous amène à expliquer le premier point flou du jeu, les visions. On comprendra rapidement dans la suite du jeu que Jessica s'est suicidée, poussée par son père qui la battait, et par le harcèlement sexuel du prêtre du lycée où Blake, Lynn et elle-même allaient tous en cours. Blake est traumatisé par la mort de Jessica, en partie parce qu'il était présent au lycée le soir où le prêtre l'a violée, mais il n'a rien pu faire.
À la demande du prêtre, il était sur le point de rentrer chez lui, et lorsqu'il a rebroussé chemin en entendant les cris de Jessica, il était trop tard. Le reporter est donc rongé par la culpabilité, ce qui explique le caractère horrifique des nombreuses visions se déroulant dans son ancienne école, le soir où Jessica a été violée. À chacune de ces visions, il réentend les cris de son ami, et est fréquemment confronté à une sorte de démon qui représente en réalité le prêtre. Voilà pour les visions, maintenant on peut s'intéresser au second point clé de l'histoire, Temple's Gate, donc la ville où se déroule le jeu, hein. C'est intelligent, quand même. Rapidement donc, l'hélicoptère de nos héros se crache près de cette joyeuse bourgade. Il apparaît rapidement que celle-ci est peuplée de fanatiques religieux menés par Sullivan Knott, Papa Knott pour les intimes. Sullivan est une sorte de gourou qui se présente comme un nouveau prophète et s'en tire avec un joli bénéfice puisqu'il a des relations intimes avec à peu près tous les membres féminins de son culte. Il ordonne également à ses fidèles d'exécuter tous les enfants qui pourraient résulter de ces unions. Donc vous l'aurez remarqué, ces gens sont complètement fous et eux-mêmes s'en rendent compte d'ailleurs à plusieurs reprises. On découvre des documents écrits par des membres de la secte qui disent subir des rêves étranges, se réveiller avec une puissante envie de sexe et apercevoir fréquemment de puissants éclats de lumière blanche que vous allez expérimenter au cours de votre chemin. C'est là qu'on arrive au point intéressant du jeu. Toute cette folie des habitants est en fait le résultat d'une expérience de Murkov, les antagonistes du jeu précédent. Ceux-ci ont installé à proximité de Temple's Gate une immense tour que l'on aperçoit à plusieurs reprises. Cette dernière est en réalité un puissant émetteur d'ondes psychiques, le même qui était utilisé sur les patients de l'asile de Mount Massive, et que l'on aperçoit notamment au début de Whistleblower. Temple's Gate n'est autre qu'un test à grande échelle pour étudier l'effet de la machine sur les êtres humains. Ces informations apparaissent dans plusieurs documents laissés par les scientifiques de Murkov dans le jeu et qui mentionnent tous les symptômes ressentis par les habitants de Temple's Gate. Mais aussi et surtout dans le comics Murkov Foundation, qu'il est possible de lire sur le site de Red Barrels, donc le comic que je n'ai pas lu. En réalité, Sullivan et tous ses fidèles avaient beau être des fanatiques religieux à l'origine, c'est la tour de Murkov qui les a fait définitivement basculer dans la folie et croire à ces histoires d'apocalypse et d'antichrist, les uns, les fidèles de Knott, voulant l'empêcher d'arriver, et les autres, les hérétiques, qui embrassent totalement le plaisir de procurer par leur folie. Les grands éclats de lumière que l'on subit régulièrement au cours du jeu sont en fait les ondes émises par l'installation Murkov, et ce sont eux qui sont à l'origine des visions de notre personnage, mais aussi du reste de sa folie. Parce que oui, le héros, Blake Langerman, comme les habitants de Temple's Gate, même sa famille est fou, ou du moins il devient à cause de la machine de Murkov, à laquelle il est exposé pendant tout le jeu. C'est à cause d'elle que ses visions deviennent de plus en plus fréquentes et plus dérangées et qu'il a fréquemment sa vue troublée. Et c'est aussi parce qu'il perd ses lunettes, mais c'est pas grave. Et comme les autres habitants du coin, il en arrive à croire à l'ultime mensonge de Knott, l'Antichrist. Ce qui nous amène à résoudre l'une des plus grosses énigmes du jeu, le bébé à la fin. Il n'y a pas de bébé. Comme l'a dit Blake lui-même, c'est impossible. Il n'y a pas eu de rapport sexuel avec Lynn depuis trop longtemps pour cela. Pourtant, Lynn est enceinte. Comment est-ce possible, une immaculée par conception? Eh bien non, cela a tout simplement lieu parce qu'entre autres, les effets de la machine de Murkov infligent aux femmes des grossesses psychosomatiques, d'où l'absence de femmes dans le premier Outlast. Pour ceux qui ignorent de quoi il s'agit, en résumé, la grossesse psychosomatique est un phénomène par lequel le corps de la femme réagit exactement comme si elle était enceinte. En quelques jours, voire quelques heures, le ventre s'arrondit, les contractions se font ressentir. Sauf que tout ça a un effet psychologique, il n'y a en réalité pas de bébé. C'est ce qui arrive à Lynn. Et après son accouchement, elle se rend elle-même compte que quelque chose nous tourne pas rond, puisque ses derniers mots sont « il n'y a rien ». Le bébé qui est aussi un Blake est en fait une énième hallucination de notre héros, comme tous les autres habitants de la ville trompés par la fausse grossesse de Lynn, et par les sermons de Sullivan sur l'Antichrist. Et c'est d'ailleurs parce que le bébé n'est qu'une hallucination que Sullivan se dit incapable de le tuer. Le jeu s'achève sur une dernière vision durant laquelle Blake prie Jésus avec Jessica. Donc on a un jeu qui est en référence avec le premier mais qui a des références pas franches du collier qu'il faut trouver en observant le paysage, en trouvant les notes. Certains détails restent flous, c'est parfois à nous de deviner, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du jeu, on tombe vraiment dans la folie. On ne sait plus ce qui est réel, ce qui n'est pas. Au final, on comprend vraiment plus rien, tout ce qu'on veut c'est sortir de cet enfer. Au fond, je trouve ça risqué d'utiliser l'hallucination parce que c'est un argument un peu comme la magie, on peut tout expliquer. Oh ben c'est une hallucination ça, oh ben ça aussi, oh ben ça aussi. Et voilà, c'est comme la magie, au final, ça peut décrédibiliser le jeu. Et cette histoire a un aspect très critique, qui est fait exprès ou pas exprès, comme on veut, sur les religions, parce que ça nous explique qu'il y a une frontière tellement mince entre le fanatisme et une religion lambda. On va dire, qu'est-ce qui sépare une religion du fanatisme ? Peut-être qu'à partir du moment où vous voulez du mal à quelqu'un d'autre, ce n'est plus une religion mais du fanatisme. Parce que notre héros est vraiment tourmenté. Dans son enfance, dans son lycée catholique, il a vu sa copine, sa meilleure amie se faire violer par un prêtre. Enfin, l'avoir vu, c'est une autre histoire, c'est un autre débat, bien évidemment, si vous avez joué au jeu. Et le jeu, on va dire qu'il remet en cause
les croyances. Et au final, on se dit, est-ce qu'il faut vraiment croire à tout? Parce que on arrive avec un héros qui sombre dans le délire de ce peuple un peu bizarre. Et ce qui fait que tout le monde devient complètement fou et que ça devient totalement n'importe quoi dans l'esprit des gens. Et c'est plus une guerre alors qu'à l'origine ils sont censés se battre pour la paix. Et déjà que j'étais très critique avec les religions, ça c'est pas quelque chose qui est validé de jouer à ce jeu, même si c'est pas une grande leçon de morale, mais c'est quand même une leçon de morale intéressante puisque c'est un jeu d'horreur et d'habitude les jeux d'horreur, à part cours sinon tu meurs, c'est assez vide. Et là ça rend la chose très intéressante d'avoir même un message léger au fond, de se dire est-ce que vous êtes fanatique ou est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que c'est pas la même chose? Passons au troisième point. Le gameplay et les graphismes. Ah ça vous intéresse ces coquins. Alors, on parle de l'interface, en tout premier. Il est bien allumé. Comme dans tout jeu d'horreur, où est la vie? Où est la stamina? La stamina, pour ceux qui savent pas, c'est la barre d'endurance en gros. On dit oh stamina, c'est la barre d'endurance. Parce que votre journaliste là, c'est un gros sac, et il court pas très vite. Même si il a la mort au cul, hein. Il a une gentille dame de 2 mètres de haut avec une grande hache qui est plus grande qu'elle. Mais il va pas trop courir. Et ça va bien. Et même pour la vie, on prend des coups, mais ça fait à la Call of Duty, c'est-à-dire que votre écran devient rouge, donc vous avez pris un peu de dégâts, puis vous allez vous soigner en respirant un coup. Sauf qu'en fait, non. Vous avez perdu de la vie, mais ça ne vous l'indique pas. Et ça, c'est assez chiant. Parce que vous ne savez pas si vous avez pris plein la gueule ou si vous n'avez pas pris plein la gueule. Par contre, hein, une fois que vous êtes près de la mort, ça l'indique. Hein. Vous voyez rouge partout et vous mettez encore plus de temps à courir et vous ne sprintez plus. Parce qu'en fait, comment ça se passe? Pour courir, alors vous appuyez sur Shift. Votre bonhomme va commencer à... Oh putain, j'ai avancé un peu mieux. Et puis là, il commence à... il est bien lancé le coquin. Et puis après, là il est lancé, il court comme ça, bien, les bras en l'air, et puis la caméra elle bouge, oh là là, j'ai envie de vomir. Par contre, une fois que vous êtes blessé, le mec il marchera tout le long, il n'y a aucun problème. Donc être blessé dans le jeu c'est une fatalité, c'est tu vas mourir. Mais vous pouvez utiliser des bandages. Mais c'est là qu'intervient la chose débile qui est en rapport avec les piles. Si vous connaissez Outlast, votre lampe torche, enfin votre night vision, faut la changer avec des piles, donc faut les trouver. Et là où Outlast est mal fait, c'est sur la stamina, la vie et les piles. Je m'explique. Vous prenez un grand coup dans la gueule et vous avez votre pile qui est sur le point de mourir. Bah, au lieu d'utiliser votre dernier bandage et de vous démerder dans le noir pour trouver une sortie, bah laissez-vous tuer. Vous retrouverez 100% de votre vie, vous pourrez courir comme une gazelle et votre pile va être pleine. Et c'est ça qui se passe dans les speedruns. C'est-à-dire que le mec il va prendre un coup pour aller plus vite, il va utiliser sa night shot un bon moment, et puis... en passant au checkpoint, j'ai dit un checkpoint, c'est très moche. En passant au checkpoint, il va faire un retour sur le bureau, et il va revenir dans le jeu, et il aura toute sa vie, toute sa caméra, donc c'est-à-dire qu'il aura plus besoin de récolter les batteries, et il aura plus besoin de récolter les bandages, parce qu'il pourra tout faire en one shot. Sachant qu'en plus, cette technique vous permet de sauter quelques événements. Enfin, c'est très léger, hein, c'est juste un mec qui va vous parler, et puis... vous gagnez du temps en faisant retour sur le menu et revenir, ça vous met dans le chapitre, à l'endroit où vous êtes vous comme « Oh, c'est compliqué, hein !» Mais par contre, cette histoire de bandage et de piles, il y a quelque chose de très intéressant, c'est l'inventaire. Puisque l'inventaire, en appuyant sur Tab, on peut regarder les enregistrements qu'on a fait, donc les documents récoltés, les vidéos faites, mais aussi vous pouvez voir vos bandages et vos piles dans vos poches, qui est... Bon, ce serait vulgaire de dire ça, mais c'est une référence au jeu de Jurassic Park qu'a testé le joueur du grenier, vous savez, avec la fille là... qui a sa vie tatouée sur le sein et plus le cœur est rempli et plus elle est proche de mourir. Vous vous souvenez pas? Bon, c'est pas grave, hein. Chacun ses références, voilà. Alors l'environnement, quand je vous dis l'Arizona, normalement vous devez voir la nature, quoi. Et si vous avez vu la démo, vous avez vu un petit village de bois dans la nature. Donc ça n'a rien de vraiment très étroit. Et ça l'est. C'est très bien réalisé, tout est étroit. Mais c'est pas labyrinthique, parce que en général, hein, pour compenser le manque de place, on fait des labyrinthes, comme ça le mec il tourne, il trouve pas, mais je me suis pas vraiment perdu, parce qu'il y a des moments où je me faisais courser, et en allant un peu n'importe où, je finissais par trouver un moyen de m'en sortir. Et les environnements sont assez variés, je ne vais pas vous les spoiler, donc bien évidemment vous avez deviné qu'il y avait une forêt, mais vous allez avancer et suivre le cours d'une rivière, il y a un moment où vous serez plus dans les villages, etc. Je n'en dirai pas plus. Donc voilà ce que je veux dire, malgré les environnements variés, on est très enfermé. Gameplay très intéressant, l'arrivée de la nage. On peut désormais nager. Très bien, c'est agréable, hein.
L'eau elle est bonne hein, en pleine nuit dans l'Arizona. Mais l'intérêt aussi c'est que vous pouvez vous cacher sous l'eau. Vous cachez dans des barils. Vous pouvez vous cacher partout, même dans des troncs d'arbres coupés. Vous vous cachez dedans, y a pas de problème. Je me suis même caché, il y avait un baril rempli de sang de vache. Je me suis caché dedans. Ça servait à rien parce qu'il y avait personne. Mais je trouvais ça très sale. Par contre, hein, ce qui est un peu bizarre, c'est que vous pouvez vous balader avec votre caméra. Oh bah tiens, il y a un mec qui vous voit. Je vais aller sous l'eau. Vous ressortez. Oh la caméra, pas de problème, elle marche super bien. Sa caméra c'est IP96. Non, c'est 8.6. IP86, étanche à l'eau, étanche à la poussière et étanche aux chutes de pierre. Elle est nickel cette caméra, vraiment. En plus, elle filme en 50 images par seconde, 1920 par 1080. Et, nouvel événement du gameplay, la caméra a un micro. Oui, de base, les caméras ont un micro, mais celui-là, il est pas pareil. Ah non, celui-là, il a un meilleur son. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que là, ça n'a pas de sens. Si vous êtes une tendance à être bourrin, bah, vous allez courir dans les couloirs, tomber face à l'ennemi, mourir et puis recommencer et savoir que l'ennemi est là. Mais si vous jouez immersion, comme moi j'ai fait, parce que hein, l'intérêt de Outlast, c'est pas de le finir le plus vite possible, c'est de le jouer en immersion, et ensuite de le finir le plus vite possible en speedrun. L'intérêt, c'est que vous utilisiez le micro pour entendre les bruits de pas, et les dialogues, et les bruits environnement, et vous allez vous guider avec le left et right sur votre micro pour savoir d'où viennent ces bruits. Et ainsi, vous pouvez savoir où sont les ennemis, et les éviter. Mais par contre, hein, ça consomme des piles, alors si vous avez le night shot et le micro activé, je vous dis pas comment ça pompe, et il n'y a pas de problème, vous retournez sur votre menu de jeu, vous relancez la partie et vous aurez toute votre batterie, bah voilà, bah oui. Outlast comporte aussi des phases de jeu différentes, vous savez, un peu comme Half-Life où des fois vous courez, des fois vous avez des puzzles, et bien là on est un peu pareil, on se retrouve pas tout simplement à toujours courir un peu n'importe où, et aussi la différence avec Outlast 1, c'est que Outlast 1 on passe son temps à être poursuivi, à activer des choses, tandis que là, grâce à ces phases, on ne passe pas son temps à être poursuivi, et du coup, le jeu devient plus intéressant et moins barbant au bout d'un moment. Nous arrivons au 4e point sur... Je sais pas, j'ai peu à noter. La durée de vie et la difficulté. Alors, j'ai terminé Outlast en 8 heures sans compter les pauses pipi, les moments où je me suis allé chercher à manger et les moments où j'ai réfléchi à ma vie. Donc 8 heures, c'est pas trop. C'est pas énorme. Sachant qu'il y a un trophée Steam qui vous demande de le terminer en moins de 4 heures. Et que les speedrunners tournent en ce moment, alors où je vous parle, donc c'est-à-dire le 2 mai 2007, il tourne environ à 2h10 de speedrun. Et l'intérêt du speedrun, c'est de savoir est-ce que le jeu est riche en contenu ou est-ce que vous pouvez courir tout le long comme ça, hein, parce que Half-Life 1, c'est des dizaines et des dizaines d'heures, et pourtant il peut se terminer en 20 minutes avec les speedrunners. Et là, 8 heures en mode immersion et 2 heures en mode speedrun. Donc vous voyez que le jeu, il est quand même assez chargé, il se passe des choses. Enfin, en même temps, le mec, il avance pas aussi. Hein. Dans Half-Life, vous faites du bunny hop, vous passez hop là, pas, vous traversez les murs, hop là. Et puis là, bon, vous courez comme un vieux sac là. Oh putain, j'ai plus d'air, faut que je respire. Mais moi, j'ai une idée qui m'est personnelle, hein, de ma petite idée de radin, c'est que je suis prêt à donner 1 euro par heure que je peux passer sur le jeu. Donc là, j'ai terminé le jeu en 8 heures, donc j'aurais bien payé 8 euros. Voire 9. Sauf que le jeu, bah, il a coûté 28 euros. Alors, bah, heureusement que j'ai bien aimé le jeu. Oups, j'ai spoilé que j'aimais bien le jeu. Heureusement, je l'ai bien aimé et je vais le recommencer en plus dur encore et encore pour avoir les trophées parce que j'ai que ça à faire. Bon, je sais pas que ça à faire, mais j'aime bien le jeu. Le gameplay est intéressant, le jeu est sympa. Et je vous ai pas parlé des graphismes. Bah, ça alors, on va pas parler des graphismes. Il est con celui-là, il dit gameplay, graphisme, mais parle pas des graphismes, enculé. Je finis sur ça. Voilà, le jeu, il est un peu chéro pour la durée de l'histoire et sachant qu'il n'y a pas de contenu additionnel avec des modes aventure comme Diablo 3 où vous allez farmer des donjons pour avoir des armures. Non, là il n'y a pas ça. Bon, on attend évidemment un DLC de Outlast parce que il ne le laisse pas sous-entendre, mais tout le monde s'y attend un peu. Ils font du cliffhanger comme les séries. Oh putain, il s'est passé un truc, je veux voir la suite, bah, achète le DLC bâtard. Bon, niveau durée de vie, ça vaut pas le coup, mais il est bien, hein. Franchement, moi j'aime bien. Et retour sur les graphismes, bah à part dire que c'est chiadément beau, hein, je sais pas si je l'ai mis à fond. Je crois que j'ai même pas mis à fond et je tournais comme une petite sauterelle qui gambadait dans la nature. Hein. Pourtant je suis pas du genre à mettre les jeux à fond parce que je privilégie les FPS. Oh le gars il privilégie les FPS. Bah oui, je privilégie les FPS, putain. Enculé qui joue à 30 FPS là. Donc voilà, il est chiadément beau. Si vous avez un ordi que vous avez acheté 500 €, vous inquiétez pas, vous allez le faire tourner à 60 FPS sans problème. Il est... Niveau FPS, voilà, c'est génial, l'ambiance est géniale, les musiques sont géniales. Et puis, bah voilà, après, esthétiquement, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah non, je peux rien dire de plus, voilà.
Point numéro 5. La comparaison avec le jeu précédent. Alors je suis vacciné contre les jeux d'horreur, où j'en ai pas fait assez, où j'en ai pas trouvé des assez bien, mais Outlast m'a pas fait peur. Voilà. Bon, ah si, à part un moment, il y a un corbeau qui sort d'une fenêtre, où il y a un mec qui vous attrape quand vous rampez, mais bon, c'est du jumpscare, on va pas dire que c'est non plus le truc qui va vous empêcher de vivre toute votre vie, hein. Y a des gens qui vivent des choses plus dures à vivre au quotidien. Voilà. Hashtag violence de couple. Alors, je ne suis pas allé voir. Hein, désolé Squeezie. Je m'excuse d'avance. Je m'excuse, ça veut dire que je pardonne à moi-même. Hein, c'est que je demande pas pardon à vous, c'est que je me pardonne moi-même. C'est intéressant. Ne dites pas je m'excuse à quelqu'un qui vous demande des excuses. Parce que vous vous excusez vous-même. Vous devez présenter vos excuses à la personne. Oula, ça n'a pas de rapport. Alors, donc je pensais à Squeezie et je sais qu'il va faire des vidéos dessus, puisque c'est logique, puisque c'est le jeu à la vogue, et puis que les petits enfants ils ont pas le droit de l'acheter parce que leurs parents ils vont faire Non mais t'as vu, attends, il y a des monstres là-dedans, hein, qu'est-ce que tu vas devenir, hein, tu vas devenir un chômeur, fumeur de weed, enculé. Et donc j'ai une petite pensée à Squeezie, même s'il faut que j'aille vérifier, je pense qu'il va overreact ses peurs. Sa pourriture. On est bien. Oh, on n'est pas bien du tout. Oh, et il y a un mec mort avec. D'accord. J'ai rien fait. Mais je vous le dis, franchement, il n'y a pas de quoi chier dans des bocals. Vous allez pas vous pétrifier de peur comme ça. Oh j'ai peur, j'ai fait un malaise. Oh. Mais en tout cas, il est plus effrayant que le 1. Parce que l'atmosphère est bien plus pesante. Parce que les décors sont très travaillés, c'est très beau. Et il fait très noir, enculé. Bon ça c'est pas différent du premier. Hein. Niveau horreur, je préfère le deuxième, c'est dit. En rapport avec le gameplay, bon, pas vraiment de différence. Hein. Non, c'est à peu près toujours la même chose. Vous regardez derrière pour courir. Vous fermez les portes, vous poussez des trucs. Non, franchement, il n'y a pas beaucoup de différence à part ça. À part les trucs que j'ai parlé du gameplay, qui sont des choses nouvelles, il n'y a pas vraiment de différence avec le 1, ça reste nos Red Barrels adorés. Ah si, il n'y a pas que les documents fichiers, c'est-à-dire les pages que vous lisez. Oh putain, c'est trop bien, il y a des pages, j'adore lire. Je joue à des jeux vidéo, c'est pour lire des livres. Oh putain, là. Mais maintenant, vous pouvez... il y a aussi des scènes à enregistrer, donc maintenant, vous êtes tout le temps avec votre caméra, parce que je me dis, putain, si je rate un document, je vais devoir refaire le jeu. 6 références et questionnements. Bon, j'ai pas de questions, mais c'est à propos de la référence. Red Barrels, avec leur comic, ils instaurent un peu le fait qu'ils ont de l'imagination, donc ils posent leur scénario, ils posent leur univers et tout ça. Mais en même temps, ils se sont inspirés des événements de Jonestown aux États-Unis. Donc, quelle était la première chose? Est-ce qu'ils se sont dit, là, on aimerait bien reprendre ces événements, ça fait peur, ça serait bien qu'on l'intègre à notre histoire, ils ont trouvé un moyen de l'intégrer dans leur univers? Ou est-ce qu'ils se sont dit, j'aimerais bien un truc qui se passe dans la nature, abandonné, à l'écart de tout, dans la nature, la nuit, dans la forêt. Et puis ils ont cherché, et puis ils ont dit, ah mais il y a Jonestown, ce serait bien, on a qu'à s'inspirer de ça pour savoir un peu comment ça s'est passé. Et puis voilà. Donc, est-ce que c'est de la fausse imagination qu'ils ont eue, ou est-ce que c'est de l'aide à l'écriture de s'être inspiré de ça? Telle est ma question. Et la réponse est... Bah là, je l'ai pas, la réponse. Conclusion! On en est là à la conclusion. Je commence à avoir mal à la gorge à force de parler. Je bois du sang de règle, ça fait du bien. Je sais que c'est vrai. En conclusion, bah, j'ai bien aimé le jeu, comme je l'ai déjà dit. Tellement bien aimé que je vais le recommencer en plus difficile. Et je vais peut-être même le speedrunner. Je vais voir pour ça. Parce qu'il a pas l'air très compliqué à speedrunner. Enfin voilà, le mec qui dit que ça a pas l'air compliqué à speedrunner, tu sais que c'est un connard. Voilà. Et ouais, ses points forts, c'est vraiment le graphisme, l'histoire qui est intéressante. Mais elle est bordélique, et puis ça peut très facilement devenir un point faible de tout passer par l'hallucination. Je reproche un peu ça, c'est que... ça devient quand même barré à un moment. Hein, c'est vraiment le bordel. Bon ok, on est aussi paumé qu'est censé l'être notre personnage. Mais ça, je trouve que c'est un peu trop, ça aurait pu être un peu moins. Parce qu'il y a des choses qui sont un peu dures à avaler. Mais... j'ai tout compris, donc si vous avez des questions, je vous le répète, vous pouvez me les poser en commentaire, je vous répondrai, ou en vidéo, s'il y a vraiment beaucoup de questions. Voilà. Point faible, je dirais que c'est ce souci de stamina et de reload le jeu pour avoir votre vie et vos trucs. C'est vraiment... c'est pas grave dans le fond, mais c'est là... ça sert à rien de se faire chier à récupérer des bandages s'il suffit d'appuyer sur échappe. Ça sert à rien de s'emmerder à récupérer des piles si ça suffit d'appuyer sur échappe. C'est simple, voilà.
moi je trouve ça dommage. Et aussi le truc dommage, c'est que ça se termine en 8 heures. J'ai vu, je commençais le jeu, vous savez, c'est séparé en 6 chapitres. Et puis je regardais les documents du premier chapitre, puis ça commençait à durer vraiment longtemps le premier chapitre. Et puis je continuais, et puis d'un coup, bam, je suis au 4ème. Et ah, merde, je suis presque à la fin. Donc je l'ai terminé en une après-midi, Outlast, voilà. Les joies du dimanche après-midi, vous les connaissez tous. Ouais, non, j'ai à peu près que ça à dire. Non, sinon, franchement, le jeu, je pense que si vous avez aimé Outlast 1, prenez Outlast 2, clairement. Et si vous n'avez pas aimé Outlast 1, bah je sais pas ce que vous aimez, alors allez faire des tartiflettes, bah j'en sais rien moi. C'est peut-être aussi le fait que j'aime bien les univers un peu chrétiens, malsains, vous savez, la croix à l'envers, là, comme ça, là. Bon, vous voyez pas d'ici, hein, parce que vous voyez rien. Hein. Mais j'aime bien ces univers un peu sales, parce que c'est un côté critique sur la religion, une religion qu'on connaît, et puis il y a eu beaucoup de choses aux États-Unis en rapport avec des déviations de la chrétienté, avec des mouvements un peu bizarres, avec des gens. Puis ça tournait un peu toujours autour de ça, hein, le sexe, les meurtres, voilà. Il y a eu des trucs bizarres aux États-Unis. Hein. Enfin, je sais pas, je trouve les États-Uniens un peu bizarres parce que ils ont l'air très axés sur les mouvements groupés comme ça. Comme vous savez, ces trucs de vous êtes une personne bien, répétez après moi. Je suis une personne bien. Voilà, ça fait un peu un endoctrinement que j'aime vraiment pas du tout. Et c'est quelque chose que je trouve malsain, et le fait de le mettre avec de la religion, bah c'est intéressant. Mais ils ont bien fait de le mettre avec le christianisme, hein, parce que si ça avait été avec une autre religion, le judaïsme ou l'islam, ça aurait cassé des dents, un petit peu, hein. Voilà. Bon, ça c'était un petit message qui n'était pas très intéressant, mais qui était besoin d'être dit, parce que voilà, bon, on n'a qu'à supprimer toutes les religions, hein, comme ça on aura un peu plus la paix, parce que un peu les religions, c'est un peu apprendre le sens moral aux enfants à travers de petites histoires, parce que quand t'as 40 ans que tu sais qu'il faut pas faire de mal aux gens, je vois pas pourquoi t'as encore besoin de te dire merci Seigneur de m'avoir réveillé ce matin parce que je peux faire du bien aux gens. J'ai compris ça quand j'avais 10 ans. Alors bon, hein, on se réveille, allez hop. C'est bien d'avoir de l'espoir, mais faut faire quelque chose dans sa vie aussi. Bon, enfin bref, je dérive un peu. Outlast, c'est très bien, ça fait pas très peur, mais ça fait assez peur pour les gens qui ont facilement peur. Et je vous le recommande, peut-être en solde, parce que ça fait un peu mal. Mais si vous pouvez pas attendre, hein, comme moi, parce que vous êtes un petit excité de l'horreur, que ça fait fit dans votre caleçon, je vous conseille de le prendre tout de suite. Voilà, il est sur Steam à 28 €, Outlast 2. Merci à tous d'avoir suivi cette émission Descriptique, et je vous dis à la prochaine. Ciao!